Bonjour à tous, c'est Meguang. Valentin Floquet. Et ça. On en parle à Taïwan de cette semaine. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, des sujets très variés. De mon côté, je vais aborder, il faut bien prononcer, un sujet qui est pas très agréable, qui est plutôt malheureux, qui est arrivé au sein de la société taïwanaise cette semaine et qui concerne plutôt le dysfonctionnement d'une ordonnance de protection à Taïwan. Alors, de mon côté, je vais vous parler des lanternes célestes entre tradition et pollution. Oui, parce que récemment, il y a aussi une loi, en fait, une nouvelle mesure qui permet de mieux gérer les lanternes, c'est ça ? À Nouveau Taipei. À Nouveau Taipei. Et tu me diras à la fin si tu penses que ça permet de mieux gérer ou pas. Oui. J'ai un peu suivi le sujet, donc j'aurais des commentaires à faire, je pense aussi. Et Valentin ? Je vais vous parler du rapport qui a fait un peu de bruit en France de Sofia Chikirou par rapport à la Chine et les relations entre la Chine et l'Europe, en fait. Un rapport avec des recommandations. Ok, alors on commence par quoi ? On commence par mon sujet, qui est malheureux en fait, plutôt malheureux pour un dimanche. Ce qui s'est passé, c'est que le 7 juillet, une femme et sa sœur, qui étaient sur un scooter, ont été tuées par couteau, poignardées en fait plutôt, on pourrait dire ça, par le mari de cette femme. Et on voyait cela arriver dans le sens où le couple est en dispute depuis de longue date et le mari, a des dossiers de violence conjugale. Et du coup, en mai, la femme, l'épouse, a demandé ce qu'on appelle une ordonnance de protection, mais provisoire, en attendant que l'ordonnance permanente puisse arriver. Elle a fait la demande en mai. Elle a eu cette ordonnance de protection provisoire en juin. Donc, normalement, le monsieur n'a pas le droit de s'approcher de sa femme ni de son domicile. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le 6 juillet, le monsieur s'est présenté devant la maison où habite son épouse et il a plutôt jeté des choses par terre. Donc, c'est du côté matériel. Et du coup, la femme a dénoncé son mari auprès de la police, qui est estimé d'être en violation, d'avoir violé l'ordonnance de protection, ce qui fait qu'il a été envoyé chez les procureurs. Et ce qui s'est passé, c'est que les procureurs ont jugé que, étant donné que c'est la première fois que le monsieur ne respecte pas l'ordonnance de protection, et que ce qu'il a fait, c'était casser en fait des objets. Donc, ce n'était pas une violence vis-à-vis d'une personne. Et du coup, le monsieur est libéré. Et au lendemain, le monsieur a acheté un couteau volontairement et a suivi donc l'épouse et sa belle-sœur qui partaient en scooter. Et au feu rouge, il les a poignardées. Les deux sont mortes. Donc, irréparable en fait comme dossier, comme crime. Et du coup, les Taïwanais ont commencé à discuter de ce qu'on appelle l'ordonnance de protection. Je pense que c'est à peu près pareil dans tous les pays, c'est-à-dire que on a des ordonnances de protection pour souvent c'est des cas de violence conjugale. Et une fois on a ce genre d'ordonnance, ça permet de protéger la personne, d'éviter le contact direct. Et normalement, on n'a pas le droit d'être en télécommunication non plus. Et on peut ne pas être harcelé, ni suivi en fait, donc physiquement suivi. Dans ce cas-là, conformément à la loi sur la prévention contre la violence familiale, la victime peut demander une ordonnance de protection auprès du tribunal. Dans le pays, il existe 3 différents types de protection. Donc, il y a d'ordonnance, pardon. Il y a donc l'ordonnance de protection générale, qui est la protection la plus complète. Il y a ordonnance de protection provisoire, c'est-à-dire avant de pouvoir obtenir l'ordonnance générale, on peut avoir l'ordonnance provisoire. C'est d'ailleurs le cas de cette femme, en fait, ce qu'elle a obtenu en juin. Il y a aussi l'ordonnance de protection urgente, c'est-à-dire en cas de violence physique grave.
Donc, je disais tout à l'heure, la victime peut demander une ordonnance de protection, tout comme les procureurs, les polices ou la collectivité locale où la victime demande. Et ce genre de protection peut être physique, donc on doit être éloigné de la victime. On doit s'éloigner aussi d'où elle habite, donc c'est-à-dire l'agresseur doit laisser le lieu où ils habitent en fait tous les deux. Ou alors ça peut être une protection financière, c'est-à-dire on peut réclamer une subvention, enfin c'est pas une subvention, une compensation financière pour l'éducation familiale par exemple. Ou encore si l'agresseur a créé des dommages et il faut dans ce cas-là payer des frais médicaux ou réparation des objets, ce genre de choses. On peut demander cela. Donc ça c'est la protection la plus complète et provisoire, on peut l'avoir dès que le tribunal accepte de traiter le dossier de demande d'ordonnance de protection. Et urgence, c'est, donc je disais, en cas de violence physique grave, dans ce cas-là, le tribunal doit l'accorder en fait dans les 4 heures suivi la demande. Donc c'est relativement rapide. Mais comme ce qui s'est passé, en raison de ce qui s'est passé cette fois-ci, il y a des groupes de protection des femmes. On dit qu'à Taïwan, ce qu'on constate, c'est que souvent, c'est les périodes avant ou après la demande de l'ordonnance de protection où il y a la multiplication des cas de violence. Parce que l'agresseur, du coup, se sent visé. Il agit en fait. Et c'est pour ça, en raison de ce dossier récent, en fait, les groupes de défense des droits de la femme ont demandé à ce que les travailleurs sociaux, mais je pense que ça ne doit pas revenir uniquement aux responsabilités des travailleurs sociaux, de mieux évaluer le risque de sécurité personnelle, en fait. Par exemple, de savoir, de maîtriser les routes, l'itinéraire que la victime doit prendre au quotidien, par exemple, et comment mieux agir afin de protéger les victimes. Mais bon. C'est pas facile. Non, en attendant, c'est vraiment difficile parce que l'agresseur peut devenir particulièrement violent avec des intimidations. Et en plus, pour toute violation d'ordonnance de protection, c'est passible d'une incarcération moins de 3 ans avec 100 000 $ taïwanais d'amende. Donc, c'est pas excessif non plus. Mais ce qui a manqué, comme pour ce dossier récent, c'est que les procureurs, une fois constaté la violation de l'ordonnance, et peut demander une détention provisoire préventive. Et si les procureurs avaient fait cette fois-ci, vis-à-vis de cette dame, le malheur ne serait pas arrivé. Mais les procureurs avaient jugé que comme c'est la première fois, il y a eu une violation et que ce n'était pas physique mais matériel, la personne a été libérée. Est-ce qu'il y a un accompagnement psychiatrique aussi On peut demander aussi. On peut aussi demander. Et maintenant, il y a des accompagnements psychologiques aussi pour la famille des victimes. Voilà. Donc, c'est en cours, mais on voit que ce n'est pas parfait. Et surtout, c'est malheureux de voir que la femme a déjà demandé une protection juridique, en fait. Ouais. Je crois pas qu'il y a de système parfait. Je connais pas d'endroit où il y a pas des cas comme ça. Donc, en tout cas, l'agresseur... qui est maintenant assassin, on pourrait dire, je sais pas. Il a été arrêté dans la journée, même s'il avait pris la fuite. Et comme Taïwan n'est pas très grand, et il a été arrêté tout de suite, en fait. J'avais vu qu'il avait été arrêté vers Taichung, vers Jianghua, oui. En tout cas, c'est une situation compliquée. Oui. C'est un peu comme les lanternes aussi, mais quand même, c'est pas aussi grave, on va dire. Mais le point commun, c'est toujours, ça se passe dans le Nouveau Taipei. Voilà, le point commun, c'est le Nouveau Taipei. Au Nouveau Taipei, si tu veux. Alors, en fait, le Festival des Lanternes, ça se passe le 15e jour du premier mois du calendrier lunaire. Oui. Donc, normalement, 2 semaines après le Nouvel An. Donc, vous vous demandez sûrement pourquoi j'en parle aujourd'hui. C'est parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a du nouveau sur le plan juridique à Nouveau Taipei. Et normalement, au moment du Festival des Lanternes, il y a surtout une petite bourgade dans les montagnes du Nouveau Taipei qui s'appelle Pingxi, qui s'est fait une spécialité dans le lancer de lanternes, lâcher de Céleste. lanternes. Voilà, Céleste. Donc, ce sont des grandes lanternes qui font à peu près 1 mètre, 1 mètre 50, en papier en général, qui sont lâchées vers le ciel
avec un combustible inflammable à l'intérieur. Oui. Parce que du coup, c'est l'air chaud qui est à l'intérieur qui fait monter. C'est montgolfière. En fait. Ouais, c'est un peu sous la forme de montgolfière. Et donc, les Taïwanais aiment beaucoup lâcher les lanternes à ce moment-là parce qu'ils peuvent faire un vœu. Oui, après avoir écrit leur vœu sur la lanterne. La lanterne, oui. Et donc, au moment de la fête des lanternes, c'est plusieurs centaines de milliers de lanternes qui sont lancées en une semaine depuis Pingxi. Et donc, c'est vraiment très, très beau pour les photos. Mais il y a une face cachée, ou même plusieurs faces cachées. Est-ce que vous savez lesquelles ? La pollution environnementale, en fait. Ça crée beaucoup de déchets quand elle retombe, effectivement, dans la forêt, un peu partout. Et les dégâts. Voilà. Dans les habitations. Les incendies, c'est ça ? Oui. Oui, tout à fait. Donc, c'est les deux gros problèmes causés par cette tradition. Tu as fait d'ailleurs, je crois, Valentin, un post sur Facebook. Sur Facebook. Tu es allé, en fait. Oui, moi je suis déjà allé. Alors par rapport au festival, donc il y en a un à Shefun et un à Pingxi. Ah, il y en a à Shefun aussi, d'accord. En fait, c'est sur 2 semaines différentes. Donc, c'est aussi dans le Nouveau Taipei, je crois. Et donc ils envoient les lanternes par 100 à chaque fois. Et il y a à peu près 6 à 8 vagues d'envoi. Sachant qu'on peut dire aussi qu'à Pingxi, c'est toute l'année qu'il y a des lanternes qui sont lancées par centaines par jour. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est très touristique. Et c'est très difficile de rentrer et de ressortir du train quand on va au moment de la fête des lanternes, tellement il y a de monde. Parce qu'il n'y a pas que des touristes taïwanais, aussi des touristes étrangers en fait, qui viennent ici. Oui, beaucoup. C'est un très... Souvent, les gens viennent faire la trilogie avec Tiufun et Shefun dans le coin pour faire une visite. Et donc, beaucoup de touristes étrangers aussi qui viennent un peu participer au folklore, entre guillemets, des lanternes. Et donc, j'ai appris sur ton post que dans le Nouveau Taipei, chaque année, c'est quelques 600 000 lanternes qui sont lancées. Voilà. C'est énorme. Et que donc, en 7 ans, il y a eu 16 dossiers de dommages qui ont été indemnisés à hauteur de environ 1,5 million de dollars taïwanais, donc 42 000 euros. Mais il y a 15 cas qui restent encore en suspens, faute de fonds. Pour plus de 2,7 millions de dollars taïwanais, soit près de 80 000 euros. Et donc, rien que lors d'une opération de nettoyage suite au Festival des lanternes en février dernier, il y a 160 kilos de lanternes qui ont été ramassées. Encore ça, c'est des lieux où les humains arrivent à atteindre. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de lanternes se trouvent en haut des arbres, au fond des montagnes, on ne peut pas les récupérer en fait. Oui, tout à fait. Donc, les conséquences de ces lâchers de lanternes suscitaient un débat pour avoir une réglementation peut-être un peu plus stricte à Nouveau Taipei. Parce qu'on peut préciser, c'est pas uniquement du papier, c'est du papier laqué. Oui, un peu plastifié, je pense. Un peu plastifié, et l'ossature, c'est en fer, si je me souviens bien. En fait, c'est pas quelque chose de... Oui. Tout à fait. Il y a du fil de fer, mais c'est du bambou avec du fil de fer. Oui. En tout cas, après plusieurs mois de débats, début juillet, le conseil municipal de Nouveau Taipei a adopté une ordonnance. C'est pas une ordonnance de protection, mais une ordonnance sur le développement durable des lanternes. Retenez bien cette expression, le développement durable des lanternes, visant à réglementer donc la vente et le lâcher de lanternes. Alors, en réalité, il y a déjà une réglementation à Taïwan qui varie en fonction des endroits. Selon l'Agence nationale de lutte contre les incendies, il y a 10 municipalités qui interdisent déjà purement et simplement le lâcher de lanternes en raison des risques d'incendie. Et les autres municipalités exigent un permis avant de lâcher des lanternes, et avec déjà une petite amende qui équivaut à peu près de 100 euros. Et la nouvelle législation adoptée par le conseil municipal de Nouveau Taipei oblige les vendeurs à s'enregistrer auprès de la ville et à acheter des certificats sous forme de labels ou d'autocollants qui a collé sur chaque lanterne vendue. Le prix d'un certificat donc par lanterne, c'est de 20 dollars taïwanais, environ 60 centimes d'euros. Donc, en règle générale, le prix d'une lanterne céleste qui est vendue à Pingxi, c'est entre 150 et 400 dollars taïwanais, donc entre 5 et 12 euros. Donc, ça rend en fait cette taxe assez négligeable. Donc, l'objectif, c'est de rendre les lanternes plus chères.
Pour que les gens ne les achètent pas? Alors, pas forcément. C'est pas dit comme ça. Mais c'est quoi l'objectif? En fait, c'est plutôt le fonds qui va être créé. C'est plus, c'est financer les indemnités, en fait, avoir une participation directe. Ça fournirait un fonds. Et de l'autre côté, peut-être une traçabilité des lanternes pour le cas où il y a des dommages que l'entreprise soit... Donc c'est toujours postérieur, c'est pas éviter la pollution en fait. C'est pour ça que ça s'appelle le développement durable des lanternes, c'est-à-dire que c'est quand même du développement de lanternes. C'est-à-dire que une taxe de 20 centimes sur une lanterne qui coûte entre 5 et 12 euros, ça va pas vraiment changer la décision de la personne d'acheter une lanterne ou pas. De ce côté-là, il y aura probablement pas d'impact. C'est effectivement sur l'argent collecté qui va servir à alimenter un fonds que cette pratique devrait devenir plus durable, entre guillemets. Donc, il y aura un fonds d'assurance qui permettra d'indemniser les victimes d'accidents liés aux lanternes, que ce soit des blessures corporelles ou des dommages matériels lors des incendies. Et ça devrait aussi permettre d'embaucher des ouvriers pour enlever les lanternes qui sont tombées au sol dans les montagnes environnantes. Il y aura bien sûr aussi une amende si des personnes qui vendent des lanternes ne font pas cet étiquetage. Et ces amendes sont un peu plus contraignantes que ce qu'il y a d'habitude, puisque ce sera entre 90 € et 3 000 € à peu près, en fonction du nombre de lanternes qui sont vendues par cette personne. Et alors je suis pas très bonne en maths, mais j'ai fait un calcul assez simple, juste par exemple pour 600 000 lanternes qui sont lancées chaque année, fois 20 $ taïwanais, ça fait quand même 12 millions de dollars taïwanais. Donc normalement en un an, ce fonds récoltera environ 350 000 €. Donc comparé aux chiffres que j'ai cités tout à l'heure sur les dommages pour les gens qui doivent être indemnisés, normalement ça devrait pouvoir le couvrir et ça devrait permettre en plus effectivement de payer des ouvriers pour les nettoyages. Donc on verra si ça fonctionne comme prévu. Mais c'est triste. Mais a priori, Pingxi restera quand même la capitale des lanternes, je pense. Oui. Parce que pour l'instant, ce sont des associations ou des gens des bénévoles qui s'occupent de faire la récolte à travers des programmes d'éducation et de sensibilisation. Je l'ai fait. Par exemple, il failli tomber de la montagne. Oh là là. Parce que c'est pas si évident en fait. Il faut aller vers la pente en fait. Ou alors il faut une pince très très longue. Il y a même des grands bambous avec des paniers, des choses comme ça, des outils un peu spécifiques pour la récupération. Ouais, c'est vraiment compliqué. Hein. Enfin, il n'y a pas effectivement de solution parfaite non plus, quoi. Parce que... Ou alors que ce soit biodégradable entièrement et rapidement. Mais le problème, c'est que si c'est biodégradable, c'est peut-être encore plus inflammable. Et du coup, ça va peut-être encore plus créer des incendies, quoi. Donc, oui, tout à fait. Parce que c'est une zone très montagneuse, en fait. Dès que la lanterne s'envole, ça va dans les montagnes. Oui. Ouais, donc voilà, c'est une petite actualisation puis qui permet de connaître un petit peu la complexité, en fait, tout ce qui se cache derrière cette tradition. Pratique touristique. Voilà. Voilà, et ben on va passer à notre rapport politique en France avec Sophia Chikirou, cette députée de la France Insoumise, qui a présenté à l'Assemblée nationale son rapport sur les relations entre l'Union européenne et la Chine, qu'elle inscrit dans sa présentation dans un monde en transition. Elle y plaide pour un dialogue stratégique renouvelé avec Pékin, pour le renforcement des coopérations scientifiques et technologiques et pour un désengagement des logiques d'affrontement qui, selon elle, bloquent aujourd'hui les relations bilatérales. Dès l'introduction, la députée fustige l'alignement de l'Union européenne à la stratégie américaine de confrontation, regrettant une Europe prisonnière d'une vision binaire de la Chine. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce rapport parle un peu de Taïwan quand même, hein, dans plus de 43 fois, je crois, de ce que j'ai... Ah oui, quand même. Le mot Taïwan est présenté 43 fois. Après, il y a des paragraphes où il y a 5 ou 6 fois Taïwan, vu que bien sûr. C'est des paragraphes dédiés, mais voilà... sur un rapport de presque 100 pages, voilà, Taïwan est quand même assez bien mentionné. Là, j'ai vu une réaction de la presse qui est assez en opposition avec le rapport.
notamment le média OPEX News, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un média spécialiste des questions militaires en France, qui titre le rapport parlementaire de Sofia Chikirou qui ouvre la porte à l'ingérence chinoise au nom du dialogue stratégique. Voilà, c'était assez contre. Ou encore un autre article qui dit que le rapport de Sofia Chikirou inquiète par sa naïveté. Voilà. Très, 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 très positionné en tout cas la réponse. Le Monde qui titre à l'Assemblée nationale l'embarrassant rapport de Sofia Chikirou sur la Chine. Le Point titre lui à l'Assemblée nationale la sérénade de Sofia Chikirou pour la Chine fait scandale. Dans Le Point aussi, il y a une tribune d'Anne Genetet, la députée des Français à l'étranger de notre circonscription, a également dit que LFI veut mettre l'Europe au service de la Chine. Enfin, il y a aussi Le Canard enchaîné, qui est un peu moins aligné avec les autres titres, avec les autres médias peut-être, qui a titré « Le monde merveilleux de Sofia Chikirou ». Voilà. Donc voilà, comme je le disais, la presse a réagi de manière plutôt opposée. On peut aussi noter quand même l'absence d'autres médias comme Libération, Mediapart, qui sont un peu plus à gauche et donc du côté de Sofia Chikirou, qui n'ont pas vraiment réagi à ce rapport. Alors, que dit-elle sur Taïwan ? Alors, elle dit plein de choses. Je vais peut-être pas tout vous dire parce que sinon ça va prendre 43 jours. fois. Voilà, 43 fois. Sachant que dans son introduction, elle parle déjà donc de la notion de Chine unique. Elle fait bien la différenciation entre le principe d'une seule Chine. Voilà, le principe d'une seule Chine et la politique d'une seule Chine. Et elle dit que c'est un principe politique instauré à la fin des années 40 par la République populaire de Chine qui veut qu'il n'y ait qu'une seule Chine dans le monde. Ainsi, Taïwan, Hong Kong et le Tibet, Macao et le Xinjiang font partie du territoire chinois, selon elle. C'est d'ailleurs la position retenue par la communauté internationale, selon elle, réunie au sein des Nations Unies. Taïwan est une province chinoise et depuis 1971, la résolution 2758 de l'Assemblée générale de l'ONU ne reconnaît que la Chine. Et c'est là que je veux en venir. Dans cette phrase-là où elle dit « elle ne reconnaît que la Chine », ce n'est pas vraiment ce que dit la résolution. La résolution dit que le seul représentant de la Chine est la République populaire de Chine. Donc... le fait qu'elle dise ne reconnaît que la Chine permet une ambiguïté un peu étrange puisque implicitement elle entend que la Chine et Taïwan sont deux entités différentes en disant que l'Assemblée générale de l'ONU ne reconnaît que la Chine. C'est un peu bizarre. Dans une autre partie, elle cite Monsieur Toledo, qui est le représentant de l'Union européenne en Chine, qui souligne que l'Union européenne défend la politique de la Chine unique et non le principe de la Chine unique. Il en découle que l'Union européenne se place en porte-à-faux en intensifiant ses relations non officielles avec les autorités locales taïwanaises. Cela participe d'autant plus à la crispation de la relation de l'Union européenne et donc de la France avec Pékin, qui n'hésite pas à prendre des sanctions contre les États qui se rapprocheraient trop de Taïwan. Ce fut notamment le cas en 2021, lorsque Pékin prit la décision d'abaisser ses relations diplomatiques avec Vilnius, donc avec la Lituanie, au niveau des chargés d'affaires, car elle avait décidé d'accueillir un bureau de représentation taïwanais au lieu de représentation de Taipei. Voilà, et de boycotter les exportations lituaniennes, sachant que nous, de notre côté, on en avait parlé, cela ne représentait pas énormément d'économies pour la Lituanie, c'était seulement 1% de leurs échanges. Donc c'était pas vraiment un impact énorme, cette sanction, et je pense que Pékin l'avait prise en compte aussi dans cet effet d'annonce. Ensuite, il y a donc, je vais peut-être pas aller tout dans le détail de tout ça, mais il y a un encart sur Taïwan quand même, sur lequel il faut revenir, qui est titré « Taïwan refusait de suivre les États-Unis dans les provocations, pas d'OTAN en mer de Chine méridionale ». C'est comme ça que titre Sofia Chikirou son encart sur Taïwan. Donc pour elle, la question de Taïwan cristallise l'une des tensions les plus explosives entre les États-Unis et la Chine, ce qui n'est pas faux. Pourtant, la volonté d'embarquer l'Union européenne dans cette confrontation est totalement injustifiée. Elle cite Françoise Mangin, je ne sais pas si vous connaissez Françoise Mangin, une chercheuse qui a fait notamment des recherches sur les commerçants taïwanais en Chine, les Taishang. Cette instrumentalisation, je vais y arriver, s'inscrit dans une logique de bipolarisation du monde étrangère à la vocation géopolitique de l'Europe. L'UE n'a ni légitimité historique ni intérêt stratégique à s'aligner sur les logiques de containment, elle a gardé le terme anglais, promu par Washington dans un théâtre aussi éloigné de son espace de responsabilité. Bien sûr,
Là, elle ne cite pas les oppositions politiques et idéologiques entre l'Europe et la Chine. L'histoire de Taïwan, donc ensuite elle passe à l'histoire de Taïwan qui est façonnée par les colonisations successives occupées par les Hollandais, aux alentours de Tainan principalement quand même, mais elle l'a pas cité. L'île accueille alors déjà des populations hostiles au pouvoir impérial chinois. Elle passe ensuite sous contrôle de la dynastie Qing à partir de 1683, mais reste marginale dans l'organisation de l'Empire. En 1895, elle est cédée au Japon après la guerre sino-japonaise et devient une colonie jusqu'en 1945, colonie japonaise. Elle dit cette période de domination japonaise joue un rôle fondamental dans la structuration administrative et identitaire de l'île. Et ce qui est intéressant, c'est la phrase d'après où elle dit que de 1945 à 1949, elle est sous contrôle de la Chine continentale. Là, elle parle de la Chine continentale. Avant d'être occupée par la violence. Alors là, il y a quand même un certain avis du gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek, défait par les communistes. En fait, à aucun moment, elle ne parle de la République de Chine, j'ai l'impression. Oui. Donc, en fait, il faudrait qu'elle écoute les émissions de Alex, je crois. Et donc, Taïwan a été gouverné par un régime dictatorial sous le Kuomintang. Elle ne parle pas de la République de Chine, de 1949 à 1987, avec l'instauration de la loi martiale et une répression systématique des opposants, la terreur blanche. Il y a quand même des informations à peu près cohérentes, on va dire, sur cette partie de l'histoire de Taïwan. C'est pas totalement inventé, parce que des fois, quand on entend certains politiques en France, on pourrait se dire que voilà. Ou alors est-ce qu'ils connaissent quelque chose, est-ce qu'ils ont étudié le sujet? Comment dire, la description de l'histoire de Taïwan, très résumée en un paragraphe, n'est pas complètement délirante. Et la plupart des éléments, ils sont quand même cités, notamment la terreur blanche, qui est souvent oubliée par les politiques français quand même quand ils parlent de l'histoire de Taïwan. Et donc là, après, elle cite Victor Louzon, qui était un des autres consultants pour la partie de Taïwan, qui dit que Taïwan devient ainsi le théâtre d'une guerre civile inachevée. Et à la fin des années 80, la transition démocratique non violente, là aussi, elle cite quand même la transition démocratique non violente, aboutira aux premières élections parlementaires libres en 92, puis la première présidentielle au suffrage universel en 96. Elle cite ensuite les sondages récents du centre de l'Université nationale Chengchi, qui est un peu le référent, notamment pour les chercheurs en Europe. Sur l'identité taïwanaise. Sur l'identité taïwanaise, où elle dit que 60% des Taïwanais se déclarent uniquement taïwanais, contre moins de 20% dans les années 90. Les scrutins présidentiels ont confirmé ce basculement en citant les trois mandats récents du DPP. Et elle cite quand même que le DPP est défenseur du statu quo, donc il n'est pas pour l'indépendance. Pour déclarer l'indépendance tout de suite maintenant. Directement. Et en face, donc les forces pro-réunification. Alors elle les appelle comme les forces pro-réunification, comme le KMT. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec cette position officielle du KMT, mais bon, on peut en discuter. Ils voient donc leur audience s'éroder, notamment chez les jeunes. Par contre, elle ne parle pas du fait que le KMT est quand même majoritaire avec le TPP au Parlement actuellement. Donc après, bien sûr, elle parle des États-Unis et de Taïwan. Pour elle, bien sûr, les États-Unis alimentent les tensions autour de Taïwan et sont un peu le problème des relations entre Taïwan et la Chine. Elle rappelle quand même que 30% des relations économiques de Taïwan sont avec la Chine. Voilà. Elle a complètement ignoré, volontairement peut-être, la position du DPP d'aujourd'hui, c'est la République de Chine, Taïwan. En fait, c'est pas uniquement Taïwan ni la République de Chine, c'est la République de Chine et Taïwan. Les deux sont associés. Et l'histoire est plus longue que la République populaire de Chine. C'est comme ça que s'achève déjà ce On en parle à Taïwan. Merci beaucoup de l'avoir suivi et on vous dit à très bientôt. Bye bye.